Votre journal de la fin de journée, c'est Europe Soir. Laurent Bazin. L'invité d'Europe Soir, c'est Rémi Coffer. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes historien, vous êtes auteur notamment, très nombreux, très riche bibliographie des maîtres de l'espionnage chez Perrin, grand spécialiste évidemment des services secrets. Et on voulait vous entendre à l'heure où l'Angleterre, mais aussi les États-Unis, l'Europe et notamment la France menacent la Russie de représailles après l'empoisonnement d'un ancien agent russe à Londres. On en était là, si j'ose dire, quand vous êtes entré dans ce studio tout à l'heure, puisqu'on vient d'apprendre la mort d'un autre Russe à Londres, d'un autre exilé russe, s'appelle Nikolai Glouchkov, qui est apparemment un homme d'affaires, un ancien partenaire en affaires de l'oligarque Boris Berezovsky, qui n'est pas franchement en odeur de sainteté non plus du côté du Kremlin. Sur cette nouvelle affaire, si j'ose dire, sur ce meurtre-là, est-ce que vous avez un début d'explication ou de piste? Alors, sur le double, les deux. Alors, évidemment, on peut imaginer que l'un aurait servi à couvrir l'autre. Je veux dire que la tentative d'assassinat sur Skripal, voilà. Ouais. Bon, pardonnez-moi, Sergei Skripal aurait pu être une couverture pour masquer l'autre s'il s'agit d'un assassinat, et inversement. Un homme d'affaires russe, ça peut évidemment avoir des rapports avec la mafia. En revanche, Skripal, a priori, ancienne tour britannique à Moscou. Voilà, c'est un officier du GRU, donc du renseignement militaire russe, qui travaillait comme agent double pour le MI6 britannique. Il a été condamné en Russie, et puis il a été échangé contre Anna Kuchenko, dite aussi Anna Chapman, c'était le nom de son époux, qui dirigeait un réseau d'espionnage aux États-Unis. Alors il y a eu des échanges comme ça se fait parfois d'espions, et il vivait en Angleterre à Salisbury avec sa fille, et apparemment sans faire grand-chose, là on ne voit pas de piste mafieuse dans son cas. Oui, il a été est victime d'une tentative d'assassinat. Il est dans un état critique, mais il est vivant, toujours vivant en tout cas à l'heure où nous parlons, par l'intermédiaire d'un produit militaire innervant, produit militaire russe. Est-ce que ce produit a pu être volé ou vendu par les Russes et utilisé par d'autres que les services secrets russes, pour parler clair? Alors, pour parler clair, on n'y voit pas très clair, pour la bonne et simple raison qu'on ne sait pas très bien comment les Russes ont démantelé, dans quelle proportion, ont démantelé leur arsenal de guerre chimique. Tous les États, pendant la guerre froide, avaient des arsenaux de guerre chimique. Les Russes, nous ne savons pas très bien. Il semble qu'au Kazakhstan, il y a une usine fabricante de ce type de produit qui a été démantelée sous l'œil des Américains, et des stocks ont pu de toute façon disparaître, car... Donc vous envisagez, c'est important, parce que c'est sans doute une des pistes de défense pour Vladimir Poutine et pour Moscou. Vous envisagez que certains de ces produits militaires aient pu se retrouver en circulation et aux mains d'autres que le service secret russe? Ce qui me surprend dans cette affaire, vous avez eu l'affaire Litvinenko en 2006. C'était du polonium à l'époque. Au polonium, donc un produit avec de l'uranium. Donc l'enquête britannique a mis 10 ans, et la justice britannique en a conclu qu'il y avait probablement une implication de l'État russe. Là, ça va beaucoup plus vite. Theresa May hier a dit la même chose, c'est que c'était probablement l'État russe. Je veux dire, vous vous rappelez peut-être samedi dernier, face au 15 de France, le 15 d'Angleterre montait très peu, trop lentement, et là peut-être que Theresa May est allée vite aussi. Dans l'affaire, vous pensez? À moins qu'elle ait des preuves absolues. Alors là, on est dans un produit, si j'ose dire, plus bas de gamme, qui a été fabriqué dans les années 70, donc largement diffusé, et aujourd'hui, je pense que les boulons ont été serrés par Vladimir Poutine, qui tient, comme chacun sait très bien, la Russie. Mais à l'époque de la dislocation de l'Union soviétique, donc au début des années 90, c'était quand même, passez-moi l'expression, un sacré foutoir. C'est-à-dire qu'il y avait des choses qui disparaissaient, il y avait des choses qui étaient revendues, il y avait des mafias, souvent avec des anciens officiers du KGB ou du GRU, d'ailleurs, qui étaient reconvertis comme mafieux. Donc des tas de choses ont pu disparaître.
Mais ça peut être aussi bien des services secrets qui justement utilisent délibérément un produit de ce genre pour pouvoir couvrir en disant écoutez, c'est un simple fait divers, on n'y est pour rien, tout le monde a pu piquer ce stock. Le polonium, c'était plus embêtant. Si c'est effectivement une opération commandée par Vladimir Poutine, pourquoi le faire à quelques jours des élections russes ? Ça paraît effectivement assez bizarre de le faire ainsi. Est-ce qu'il s'agit d'un message ? J'ai eu l'occasion d'étudier très longuement le fonctionnement des services soviétiques et russes. Et les services russes actuels ont gardé évidemment les méthodes de l'ancien, du KGB, les scrupules, enfin la manière de raisonner. Alors c'est vrai que les traîtres devaient être éliminés sous le régime soviétique par tous les moyens, pas par souci uniquement de les punir, mais pour les officiers de renseignement soviétiques, pour qu'ils n'aient pas la tentation de passer à l'Ouest. Alors, est-ce que la méthode a continué ? Question. C'est une question à laquelle Theresa May semble en situation de répondre, mais on ne sait pas ce qu'elle a effectivement dans sa besace. Merci Rémi Coffert d'avoir été avec nous ce soir pour nous expliquer tout ça. Je rappelle le titre de votre livre, le dernier en tout cas, Les maîtres de l'espionnage, c'est publié chez Perrin. Merci à vous encore.